Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Khadija Faraj. On va aborder aujourd'hui l'avant-dernier cours de la série des cours ORL. Alors, je suis très contente parce qu'on vient de terminer, Inch'Allah, tous les cours d'ORL, bien sûr. N'hésitez pas surtout à consulter la playlist d'ORL. Elle contient presque tous les cours. Ça intéresse bien sûr les étudiants qui vont passer le module d'ORL. Généralement, c'est les étudiants de 6e année. D'accord? Ici, c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. C'est parti! Alors, je vais utiliser le polycopier de Alec Wedri. Je trouve qu'il est simple à retenir le cours de ce polycopier. Et c'est vrai que c'est un cours un peu ennuyant, d'accord, comment dirais-je en anglais, boring un peu, d'accord. Mais on va essayer aujourd'hui de décortiquer le cours, essayer de citer juste les éléments les plus essentiels à retenir, et voilà, d'accord, très bien. Alors qu'en définition, c'est quoi une sinusite, bien sûr, de l'enfant et de l'adulte? Donc le suffixe it, toujours, vous savez que il signifie l'inflammation. Donc finalement, la sinusite, c'est quoi? C'est un état inflammatoire de la muqueuse des cavités sinusiennes, naso-sinusiennes. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que les sinus? Ben, les sinus, ce sont des cavités, d'accord? Comme rappel, donc je vais passer directement au rappel avant de compléter la définition. Donc les sinus sont des cavités aériennes creusées dans les os de la face. Donc ce sont des cavités qui sont généralement creuses et qui sont remplies d'air. D'accord? Cela veut dire que ce sont des cavités qui sont vides. D'accord? Donc voici les cavités naso-sinusiennes. Bien sûr, on a 4 sinus au niveau de notre face. On a le sinus sphénoïde, on a le sinus maxillaire. Vous pouvez même palper ce sinus, d'accord, dans votre face. C'est une cavité qui est creuse. Vous avez le sinus ethmoïde et vous avez le sinus frontal, d'accord, le sinus frontal. Donc vous avez 4 sinus, bien sûr, chaque sinus est pair, dans votre face. Donc ce sont des cavités creusées dans le massif osseux, dont le rôle est d'allégir un petit peu la masse osseuse qui se trouve au niveau de la face. D'accord? Il faut savoir que ces sinus, quand vous voyez les flèches là, ils communiquent avec la cavité nasale. Donc, il communique avec la cavité nasale, surtout le sinus maxillaire, même le sinus frontal. Donc, cette notion est très importante à retenir parce que vous allez voir dans la symptomatologie, elle a une relation avec cette notion. Donc, vous avez ces sinus-là qui communiquent avec la cavité nasale. Donc, comme vous voyez là, ils sont annexés aux fosses nasales avec lesquelles elles communiquent grâce aux orifices appelés ostéum. Donc, l'orifice de communication entre le sinus et la cavité nasale est appelé ostéum, peu importe. Pour qu'un sinus fonctionne normalement, c'est-à-dire pour qu'il ne soit pas inflammé, d'accord, il doit être bien aéré, d'accord, et bien drainé. C'est-à-dire que les sécrétions qui se trouvent au niveau des sinus ne doivent pas stagner dans le sinus, sinon on aura un état inflammatoire. Ne doivent pas stagner dans le sinus, les sécrétions. Ils doivent être drainés vers le nez. D'accord? Donc, le sinus, pour qu'il ne soit pas inflammé, il doit être drainé et aéré. Donc, bien sûr, l'apparition de ce sinus est progressive. Bien sûr, le sinus ethmoïde, c'est à partir du premier mois de vie. C'est le premier sinus qui apparaît. Ensuite, maxillaire, frontal et sphénoïde. D'accord? Donc, comme on a déjà dit, la sinusite est un état inflammatoire de la muqueuse des cavités naso-sinusiennes. Dans ce cas, on parle de rhinosinusite. Mais quand on parle de sinusite, c'est généralement les cavités, les sinus. D'accord? Cette inflammation peut être aiguë, et dans ce cas-là, on parle de sinusite aiguë, donc de quelques jours à quelques semaines, généralement 4 semaines. Et quand elle dépasse les 3 mois, c'est-à-dire 12 semaines, vous pouvez trouver la notion de 3 mois quand vous pouvez trouver la notion de 12 semaines. C'est la même chose.
On parle dans ce cas-là de sinusite chronique. Bien sûr, le diagnostic repose essentiellement sur la clinique. La clinique est caractéristique, on va voir par la suite, confirmée par la radiologie, là, dans certains cas. Il faut savoir que dans certains cas, on a besoin des examens complémentaires et dans certains cas, on n'a pas besoin des examens complémentaires. Le diagnostic est clinique. Très bien. Bien sûr, on va voir un petit peu, désolé. Alors, on va voir un petit peu la physiopathologie et voies de propagation de l'infection. Alors, il faut savoir que les sinusites, le cas les plus fréquents, elles sont d'origine rhinologique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose au niveau de notre cavité nasale qui obstrue les orifices de drainage. Il faut que vous concentrez vous avec moi dans cette notion pour que vous compreniez le reste. Alors, il y a quelque chose, d'accord, c'est-à-dire une pathologie qui obstrue la lumière de drainage, c'est-à-dire les ostéomes qui drainent les sinus vers la cavité nasale. Et cette obstruction va conduire à l'accumulation de sécrétions au niveau des cavités sinusiennes. Et l'accumulation de ces sécrétions va causer, vous savez que tout liquide qui stagne au niveau de notre organisme, il risque d'être infecté. Comme par exemple la bille, si elle stagne, elle risque d'être infectée. Infectée par quoi? Par des germes. Généralement, les germes, ce sont des bactéries dans ce cas-là. D'accord? Et l'infection va causer l'inflammation. J'espère que c'est clair. Parce que dans le traitement, on va voir des antibiotiques qui sont utilisés. Vous allez me dire, quelle est la relation entre les antibiotiques et l'inflammation? Cette inflammation est d'origine infectieuse par des bactéries. C'est bon? J'espère que c'est clair. Donc, on a un obstacle au drainage des sinus, des sécrétions qui se produisent au niveau des sinus vers le nez. Et cette obstruction va stagner les sécrétions. Essayez d'écrire avec moi parce que ces détails ne sont pas retrouvés dans les polycopiés. Vous n'allez pas les retrouver, ces détails. Donc, essayez d'écrire avec moi pour que vous compreniez le principe. Et donc, la stagnation de ce liquide va entraîner l'infection par des bactéries. D'accord? Et donc, généralement, l'inflammation de la muqueuse des cavités sinusiennes. Très bien. Alors, il faut savoir que l'obstacle siège généralement au niveau de la cavité nasale, puisque ces sinus sont drainés au niveau de la cavité nasale. Donc, c'est le cas le plus fréquent. D'accord? Comme on peut avoir, par exemple, une infection au niveau de la cavité nasale et par contiguïté, elle va aller vers les sinus. C'est la même chose. D'accord? C'est pas la même chose, mais c'est un autre cas. Soit on aura une obstruction, soit on aura par contiguïté l'infection qui siège au niveau de la cavité nasale va par contiguïté aller vers la cavité sinusienne. Comme on peut avoir une sinusite d'origine dentaire, donc moins fréquente, responsable des sinusites maxillaires unilatérales, on peut avoir des caries dentaires, et les caries dentaires, c'est généralement dû à des bactéries, et ces bactéries, par contiguïté, peuvent aller vers le sinus maxillaire. C'est moins fréquent. Et sinusite d'origine traumatique, c'est-à-dire suite à un traumatisme, on peut avoir la constitution d'un hématome à l'intérieur de la cavité sinusienne. Et vous savez toujours en ORL, les étudiants qui ont toujours suivi avec moi les cours en ORL, on dit toujours que tout hématome risque d'être infecté. D'accord? Risque d'être infecté ou nécrosé. Risque d'être infecté, c'est la complication la plus redoutable. Et donc l'infection de cet hématome va causer l'apparition de la sinusite. D'accord? Donc, vous voyez très bien qu'une inflammation de la cavité sinusienne va causer l'œdème. Toute inflammation va causer l'œdème au niveau de la cavité sinusienne. Donc, tout le sinus va être rempli d'œdème et de liquide. D'accord? Stagnation et surinfection. L'œdème va causer l'obstruction nasale. Pourquoi? Là, on parle de sinusite qui est installée. D'accord? Sans voir la cause, d'accord? La sinusite est là. Et donc, on aura comme un cercle vicieux. La sinusite est là, donc l'œdème est là. Donc, l'obstruction nasale, automatiquement, elle est là. Pourquoi? Parce qu'elle va obstruer l'ostéome. D'accord? Donc, on aura la notion d'obstruction nasale. D'accord? L'obstruction nasale va causer l'hypoxie, ce qui va ralentir les cils qui drainent ce mucus. Et donc, toujours, on aura stagnation et surinfection des sécrétions. Et ce cycle va reprendre. Très bien.
Là, je trouve que ce sont des facteurs qui sont favorisants, d'accord? On a les facteurs altérant la muqueuse sinusienne, comme les allergies, les pollutions, tabagisme, tout ce qui peut causer une inflammation. Si vous voulez, ce sont des facteurs étiologiques, d'accord? Comme je vous ai dit, voilà, les facteurs qui altèrent le drainage et l'aération sinusienne. D'accord? Les facteurs qui altèrent le drainage et l'aération sinusienne. Donc, on peut avoir plein d'obstacles anatomiques, soit la déviation septale. Comme vous savez, donc, quand le symptôme dévie vers l'un des côtés, il va causer une pression sur les ostéomes de drainage. Et donc, pratiquement, il va causer cette inflammation, l'infection et l'inflammation. L'hypertrophie des cornées, l'hypertrophie des végétations adénoïdes aussi, d'accord? L'hypertrophie de la muqueuse nasale, donc tout ça, désolé, va causer, les végétations adénoïdes, vous savez, qui communiquent avec le rhinopharynx, d'accord? Donc ils vont obstruire la cavité nasale et ils vont obstruire aussi les ostéomes, d'accord? Hypertrophie de la muqueuse nasale aussi. Très bien. Tout ça sont des facteurs qui sont favorisants. Et donc, si vous comprenez bien, s'il y a un obstacle au drainage des sinus, et donc on aura l'inflammation. Voilà. Alors, voici un tableau qui résume les bactéries qui sont responsables de sinusite aiguë et chronique. Donc là, je vous invite à les apprendre par cœur, rien à expliquer là. Donc vous allez apprendre les bactéries les plus mises en cause des sinusites aiguës et des sinusites chroniques. Rien à apprendre. Maintenant, on passe à la partie la plus importante dans ce cours, c'est la clinique. D'accord? La clinique des sinusites. Et on commence, sans trop tarder, par la sinusite maxillaire aiguë, c'est-à-dire qu'elle est de durée généralement inférieure à 1 mois, parce qu'entre 1 mois et 3 mois, on rentre dans le subaigu, voilà, et supérieur à 3 mois, c'est-à-dire 12 semaines, c'est chronique. Donc, le tableau le plus caractéristique, TDD, ça veut dire type de description, d'accord? Donc, on va prendre comme type de description la sinusite maxillaire aiguë d'origine rhinogène, c'est-à-dire d'origine nasale. D'accord, d'origine nasale. Donc, c'est la plus fréquente, très souvent d'origine rhinogène. Donc, on a cette inflammation de ce sinus, on parle de ce sinus-là, d'accord, qui est le sinus maxillaire. D'accord, vous voyez que c'est le plus grand sinus. Donc, le sinus maxillaire. Donc, on aura l'inflammation qui est due à l'infection de ce sinus. Quels sont les signes fonctionnels? Vous pouvez, sans lire le texte, en déduire quelques signes fonctionnels, même physiques, et les examens paracliniques. Donc, les signes fonctionnels dans les suites, donc on aura des douleurs. L'inflammation, elle va causer des douleurs, c'est logique. Donc on aura des douleurs unilatérales parce que c'est pas évident quand on voit une sinusite qui est bilatérale, c'est-à-dire les deux sinus sont touchés à la fois. Non, c'est généralement unilatéral. Attention au QCM, s'ils vous disent unilatéral, bilatéral, c'est faux. Donc unilatéral sous-orbitaire parce que c'est logique. Donc vous savez que le sinus maxillaire se situe au-dessous de la cavité de la cavité oculaire, d'accord? Et donc au-dessous des yeux, du globe oculaire, et donc on aura des douleurs qui se situent en sous-orbitaire. Ils sont pulsatiles, d'accord? Ils sont pulsatiles parce qu'on a suite à l'inflammation, on aura une vasodilatation. Et tout ce qui est vasodilatation, c'est une douleur qui est pulsatile. C'est pulsatile parce que les vaisseaux suivent les pulsations du cœur. Donc, ce sont des mouvements, des douleurs qui sont pulsatiles, augmentées par les efforts ou la position d'équilibre de la tête. La seule explication que j'ai trouvée pourquoi ils sont augmentés par les efforts et les positions d'équilibre de la tête, c'est que quand on penche la tête en avant, d'accord, on a ce qu'on appelle l'augmentation de la quantité du sang qui arrive vers cette partie, et donc on aura vers les sinus, et donc on aura encore
pire la douleur, encore plus. D'accord? La sinusite, elle va être accompagnée d'œdème. Toute la cavité sinusienne va être remplie d'œdème. Et cet œdème va vers la cavité nasale, par contiguïté. D'accord? N'oubliez pas cette connexion entre la cavité nasale et les sinus. Donc, il va vers la cavité nasale. Donc, tout simplement, on aura une rhinorrhée. D'accord? Donc, vous comprenez que ce cours, malgré il est un peu ennuyant, mais c'est facile à comprendre quand même. Donc, rhinorrhée antérieure purulente. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Purulente, d'accord? Purulente, pourquoi? Parce qu'on a l'infection par des bactéries. Donc, purulente unilatérale au mouchage. On a l'obstruction nasale unilatérale, c'est logique, par ses sécrétions, etc. Et bien sûr, si on a l'inflammation, si on a l'infection, c'est logique qu'on va retrouver une hyperthermie. D'accord? Très bien. Pour les examens cliniques, palpation douloureuse de la joue, c'est logique. La rhinoscopie antérieure, donc on va retrouver une muqueuse qui est turgescente. Pourquoi? Parce qu'on a une congestion et vasodilatation des vaisseaux au niveau de la muqueuse des sinus, du pus au niveau du méa moyen. Pourquoi au niveau du méa moyen? Parce que le sinus maxillaire communique avec la cavité nasale dans le méa moyen. D'accord? Dans le méa moyen. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver du pus dans cette partie. Parfois, le pus est visible dans le cavum, rhinorrhée postérieure, peu importe. D'accord? Parce que le pus va vers la cavité nasale et ensuite, il va être propulsé vers le cavum. La paraclinique, dans cette fois-ci, les examens complémentaires ne sont pas indiqués dans le diagnostic de la sinusite maxillaire aiguë. D'accord? Il faut retenir ça. Donc, souvent inutile. Donc, je répète, les examens paracliniques ne sont pas indiqués dans le diagnostic de la sinusite maxillaire aiguë et le diagnostic est clinique. D'accord? Quand on les demande, c'est pour juste confirmer s'il y a une complication. D'accord? Donc, on peut réaliser la radiographie des sinus, TDM de la sinus des phases, prélèvement bactériologique si le patient est immunodéprimé ou greffé pour cibler cette antibiothérapie. D'accord? Si le patient est immunodéprimé, on ne va pas se traîner, bien sûr, on va donner une antibiothérapie probabiliste, mais suite au prélèvement bactériologique et à la bactérie qui est mise en évidence, on va adapter notre antibiothérapie, on ne va pas traîner avec une antibiothérapie probabiliste chez un patient qui est immunodéprimé ou greffé. Vous comprenez bien ça. Et donc, suivant le prélèvement bactériologique, on peut cibler cette bactérie spécifique concernée par son cas par une antibiothérapie très spécifique. D'accord? Très bien. On passe rapidement vers la sinusite frontale, cette fois-ci aiguë. Toujours la douleur, elle est unilatérale. Dans cette fois-ci, elle est dans la région sus-orbitaire. C'est logique. Vous voyez la localisation du sinus frontal. Ensuite, on aura l'obstruction nasale. C'est logique. Malgré il est frontal, il communique avec la cavité nasale. Obstruction nasale avec rhinorrhée antérieure purulente. Pourquoi pas une photophobie avec larmoiement? Désolé. Et pour les examens complémentaires, on aura la radiographie standard, qui va nous confirmer le diagnostic. Elle va retrouver un sinus qui est comblé de sécrétion et bien sûr la TDM si complications. Passons à l'ethmoïdite aiguë, c'est-à-dire l'inflammation du sinus ethmoïdal. Elle est rarement isolée, c'est-à-dire elle peut être associée à d'autres inflammations d'autres sinus. Elle se manifeste par des céphalées fronto-orbitaires pulsatiles toujours, c'est la même chose. Des photophobies parce que là, c'est vraiment... On va voir l'ethmoïdite de l'enfant. Elle va donner des complications oculaires. Donc vous voyez la relation entre la proximité du globe oculaire au sinus ethmoïde. Donc on peut avoir des manifestations oculaires, notamment la photophobie, notamment l'œdème palpébral, d'accord? Et même, vous voyez en vert, la douleur à la mobilité du globe oculaire et à la pression de l'angle interne de l'œil. Vous voyez que c'est vraiment proche de l'angle interne de l'œil, l'os ethmoïde, d'accord? Le pus au niveau du méa moyen, toujours, et bien sûr la radiographie standard et même la TDM, c'est surtout le TDM, la TDM, parce que c'est plus spécialisé que la radio, va nous confirmer le diagnostic.
Une remarque qui est très importante à retenir, c'est que les examens complémentaires en cas de sinusite maxillaire, ils ne sont pas indiqués, ils sont inutiles, d'accord? Si on réalise, c'est pour voir des complications, peu importe, mais c'est pas pour confirmer le diagnostic. Par contre, en cas de sinusite frontale, de sinusite sphénoïdale et de sinusite ethmoïdale, d'accord? La réalisation de la TDM est généralement systématique, soit pour confirmer le diagnostic, soit pour rechercher les complications. D'accord? Très bien. Rapidement, on va aborder la sinusite sphénoïdale aiguë. Donc, elle est rarement isolée. Elle passe souvent inaperçue. C'est la plus grave. Elle nécessite un traitement en urgent parce que vous comprenez très bien que le sinus sphénoïdal, il a une relation avec la boîte crânienne. Donc, si c'est pas la boîte crânienne, c'est qu'est-ce que je suis en train de dire, elle a une relation avec le système nerveux central. Donc, c'est pour ça que c'est la plus grave. Donc, on aura des céphalies qui sont occipitales. Là, le schéma, c'est pas un peu faux, mais le sinus sphénoïdal est un peu plus profond que l'image là. D'accord? Donc là, on aura des douleurs qui sont occipitales ou rétro-orbitaires, d'accord, ou rétro-orbitaires. On aura une fièvre avec altération de l'état général, une rhinorrhée, une obstruction nasale. Vous comprenez bien que les signes cliniques se rassemblent entre eux, sauf pour le siège et quelques signes supplémentaires, d'accord? C'est toujours le même principe. Si vous avez compris le principe que j'ai dit à la fin au début de la vidéo, tout sera facile. Bien sûr, la complication, donc comme on a la proximité, donc on peut avoir une paralysie oculomotrice et bien sûr l'atteinte du nerf optique. D'accord? C'est en rétro-auriculaire, c'est en rétro-orbitaire. On peut réaliser une endoscopie, donc cette fois-ci elle va objectiver toujours, donc comme c'est le cas pour toutes les sinusites et l'écoulement purulent. Et pour les examens complémentaires, bien sûr, elle est non pas seulement systématique, mais aussi urgente pour déceler les complications orbitaires qui sont plus fréquentes en cas de sinusite sphénoïdale. C'est bon? Très bien. On a fini par les sinusites aiguës. On va passer vers les sinusites chroniques. D'accord? Très bien. Alors, j'ai essayé d'alléger le cours, d'accord, pour que vous ne soyez pas trop encombrés par des informations inutiles. Parce que comme je vous ai dit, je déteste ce cours-là. Je déteste ce cours. Je le trouve très ennuyant. Mais quand même, j'ai essayé d'alléger au maximum les informations, de les retenir de façon claire et de comprendre le principe. D'accord? Très bien. On commence avec la sinusite maxillaire chronique. Il y a quelques différences de symptomatologie avec la sinusite maxillaire aiguë. Donc, on va prendre comme type de description la sinusite maxillaire chronique, c'est la plus fréquente. Comme c'est le cas pour l'aigu, la sinusite maxillaire aiguë, c'est la plus fréquente. Donc, circonstance découverte, souvent une rhinorrhée antérieure ou postérieure, c'est le même cas. L'obstruction nasale, c'est le même cas. L'absence de douleur, pourquoi? Parce que c'est un état inflammatoire chronique. Tout ce qui passe à la chronicité, généralement, la douleur est absente. Là, c'est la différence avec la sinusite maxillaire aiguë. Donc, on aura absence de douleur, d'accord? Parfois des manifestations oculaires. Et bien sûr, l'endoscopie, elle va toujours retrouver les sécrétions, enfin, les fameuses sécrétions. Et bien sûr, cette fois-ci, dans les examens complémentaires, on a besoin de réaliser TDM, d'accord, pour déceler des complications. C'est pas comme la sinusite maxillaire aiguë. On n'a pas besoin de réaliser des examens complémentaires. Retenez bien que tous les cas de sinusite chronique nécessitent des examens complémentaires. Donc, si on résume un petit peu concernant l'information qui concerne les examens complémentaires, notez cela. La TDM est fondamentale dans toutes les sinusites chroniques et dans toutes les sinusites aiguës, sauf la sinusite maxillaire. J'espère que c'est clair. Elle est demandée dans toutes les sinusites chroniques et elle est demandée dans toutes les sinusites aiguës, sauf la sinusite maxillaire aiguë. D'accord? J'espère que c'est clair. Très bien. La sinusite frontale aiguë. La sinusite frontale aiguë.
Elle est rarement isolée. Donc, on a la notion de rhinorrhée purulente, unilatérale. D'accord? Et bien sûr, toujours, donc on a associé peut-être à des douleurs. Et bien sûr, vous avez cette information que la TDM est l'examen de choix pour confirmer le diagnostic. D'accord? Donc, vous voyez l'importance de la TDM dans le diagnostic des sinusites chroniques. L'ethmoïdite chronique, rien à dire, sauf qu'elle est associée à une sinusite frontale maxillaire ou sphénoïdale. Et bien sûr, on a la sinusite sphénoïdale chronique. La symptomatologie, elle est très variée et trompeuse. Le signe principal, c'est la rhinorrhée. Les céphalées rétro-orbitaires. Rétro-orbitaires, c'est caractéristique à la localisation sphénoïdale. Et bien sûr, toujours la TDM fait le diagnostic. J'ai une remarque qui est très importante à retenir. J'ai dit au début du cours, mais je pense qu'il y a la nécessité de redire cette information. C'est que l'origine principale de la sinusite, c'est bien la cavité nasale. C'est-à-dire que la cause principale des sinusites, c'est la propagation d'une infection qui se trouve au début dans la cavité nasale et qui par propagation va vers la cavité sinusienne. C'est très important à retenir ça. D'accord? Et bien sûr, on a la notion de l'obstruction de l'orifice, la stagnation, etc. Ça, c'est des facteurs favorisants et causaux. Mais le facteur étiologique le plus important, c'est la migration ou, si vous voulez, de certaines bactéries qui se trouvent au niveau d'un foyer infectieux dans la cavité nasale d'origine rhinologique vers la cavité sinusienne. D'accord? Très bien. Alors, il nous reste une notion qui est très importante. Alors, tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est les sinusites de l'adulte, que ce soit aigu, que ce soit chronique. On passe vers les sinusites de l'enfant. Il y a une particularité qui se situe au niveau de l'ethmoïdite aiguë, c'est-à-dire que de la sinusite ethmoïdale aiguë de l'enfant. Il y a une particularité à citer et ensuite, on va passer au traitement et on finit le cours. D'accord ? Donc, il faut savoir que la sinusite ethmoïdale aiguë chez l'enfant, elle réalise généralement d'une complication du rhinopharyngite, c'est-à-dire d'une inflammation et une infection d'origine rhinopharyngite, du pharynx et la cavité nasale. Et ces germes vont passer de la cavité nasale, vous comprenez bien, vers le sinus ethmoïdal. D'accord ? Va causer l'inflammation du sinus ethmoïdal. D'accord ? Très bien. Alors, on a deux types d'ethmoïdite aiguë, ou deux stades, si vous voulez. On a l'ethmoïdite aiguë non extériorisée. On veut dire quoi par le mot non extériorisée? Non extériorisée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas touché encore le globe oculaire. Non extériorisée vers le globe oculaire. On a déjà dit que le sinus ethmoïde, il a une proximité très importante avec le globe oculaire, avec la cavité oculaire, et donc ça risque d'être extériorisé. Le pus qui se trouve au niveau de la cavité du sinus ethmoïdal, les gerbes qui se trouvent au niveau de la cavité du sinus ethmoïdal risquent d'être propagés ou extériorisés vers le globe oculaire. On est dans le premier stade qui est le stade non extériorisé, c'est-à-dire on n'a pas encore touché le globe oculaire. Donc elle va se traduire par les signes que vous connaissez, c'est-à-dire les signes de sinusite qu'on a déjà parlé, les sécrétions purulentes, la fièvre importante, mais on va ajouter les signes oculaires qu'on a déjà vus, c'est le cas comme l'adulte. Donc on a un discret œdème palpébral et douleur à la pression de l'angle interne de l'œil. C'est bon? Très bien. Ensuite, on passe cette fois-ci à la forme qui est plus grave que l'ethmoïdite aiguë non extériorisée. C'est bien l'ethmoïdite aiguë extériorisée cette fois-ci vers le globe oculaire. D'accord? C'est une forme qui est grave, mais actuellement, heureusement, elle est rare grâce aux antibiotiques. C'est-à-dire, grâce aux antibiotiques, on gère l'ethmoïdite aiguë non extériorisée avant qu'elle passe vers ce stade-là. D'accord? Avant qu'elle passe vers l'ethmoïdite aiguë extériorisée. Eh bien, quels sont les signes de cette ethmoïdite aiguë extériorisée? Il faut savoir que l'ethmoïdite aiguë extériorisée, elle passe par des phases. Et ces phases ou ces stades, elle évolue en deux phases. Et chaque phase, elle contient des stades. Là, je ne trouve pas ces stades dans le polycopier. Le polycopier de l'Eqwidri, mais bien sûr, je vais les expliquer oralement, pour que vous compreniez le principe de ces stades. Ces stades sont appelés la classification de Chandler, c'est important à citer. Il faut savoir que l'ethmoïdite aiguë extériorisée, elle est classée en deux stades.
la phase flexionnaire, c'est-à-dire on n'a pas encore la suppuration, et la phase suppurée, c'est-à-dire on a justement la collection du PU, c'est-à-dire du polynucléaire altéré, au niveau du globe oculaire. C'est grave, d'accord? Et chaque stade est divisé en stades, d'accord? Et chaque phase est divisée en stades, d'accord? Et ces stades sont appelés à la classification de Chandler, d'accord? Et la classification de Chandler, elle est basée sur quoi? Sur le septum orbitaire, d'accord? C'est ça le septum orbitaire. J'ai un schéma là. Bon, voici la classification de Chandler, d'accord? C'est ça le septum orbitaire, d'accord? Le septum orbitaire. Et cette classification se base justement sur ce septum. Très bien. Alors, on a dit qu'il y a deux phases. Je vais utiliser ce schéma pour vous expliquer les différentes phases ou les différents stades. On a deux phases. Récapitulons un petit peu. On a l'ethmoïdite bien sûr non extériorisée et on a l'ethmoïdite aiguë extériorisée. L'ethmoïdite aiguë extériorisée est divisée en deux phases. La phase fluxionnaire et la phase suppurée. La phase fluxionnaire, cette fois-ci, est divisée en deux stades par la classification de Chandler. Le premier stade, c'est la cellulite préseptale. Donc juste la périphérie de l'œil où le septum est touché et non pas le globe oculaire. D'accord? Ce qu'on appelle la cellulite préseptale. D'accord? D'accord? Très bien. Donc le premier stade, on va l'appeler stade de cellulite préseptale. C'est-à-dire qu'on n'a pas touché encore le globe oculaire. C'est vraiment périphérique. Comme signe clinique, on va voir comme signe clinique dans ce stade. Essayez de suivre avec moi oralement. On a l'œdème de l'angle interne de l'œil. D'accord? Donc on a juste l'œdème, c'est-à-dire la collection généralement d'œdème, dans l'angle interne de l'œil. Donc cet œdème peut toucher la paupière supérieure, mais on n'a pas des signes vraiment qu'on va voir dans le stade numéro 2. D'accord? Le stade numéro 2, c'est la cellulite orbitaire. Vous comprenez bien que c'est grave. On a commencé à... les choses ont commencé à s'aggraver. Cette fois-ci, on aura une inflammation, je vais agrandir un petit peu, une inflammation du globe oculaire. D'accord? Une inflammation de l'ensemble du globe oculaire où le rouge se situe. Donc, tout le globe oculaire siège d'une inflammation. Donc, ce stade numéro 2 est appelé cellulite orbitaire. Vous pouvez retrouver un autre terme, c'est la cellulite diffuse. C'est la même chose. D'accord? Ben, comme signe clinique, vous pouvez vous seul déduire les signes cliniques. Qu'est-ce qu'on peut voir comme signe clinique à ce stade? Le premier signe clinique à ce stade, c'est l'exophthalmie. C'est la protrusion du globe oculaire parce qu'on a l'inflammation, l'œdème, la pression, etc. Donc on aura l'exophthalmie, le premier signe. D'accord? On peut voir une rougeur conjonctivale, c'est tout à fait normal, il y a une inflammation, il y a une vasodilatation, donc on peut avoir la conjonctive qui siège de rougeur, mais il faut comprendre à ce stade que l'acuité visuelle est conservée, c'est-à-dire elle est tout à fait normale, elle n'est pas touchée. Pourquoi? Vous allez voir dans ce stade. Pourquoi? Parce que le nerf optique là, il est sain, il n'est pas touché. C'est vrai qu'il siège d'inflammation, mais il est sain quand même. D'accord? Donc l'acuité visuelle à ce stade, elle est conservée et même les mouvements du globe oculaire, elles sont conservés. Passons à la phase suppurée maintenant. Donc la phase fluxionnaire, elle est constituée de deux stades. Le stade de cellulite préseptale et le stade de cellulite diffuse. Maintenant, on passe à la phase suppurée. La phase suppurée aussi, elle contient des stades. Mais cette fois-ci, on ne va pas reprendre dès le début. Si ce stade est le deuxième stade, on va dire que ça, c'est le troisième stade, non pas le premier stade. D'accord? Ça, c'est le troisième stade. Mais on est dans la phase suppurée. D'accord? Donc, la phase suppurée, on continue avec la classification de Chandler. Le troisième stade, c'est le stade d'abscessopériosté. Comprenez bien qu'elle n'a pas touché encore le globe oculaire. Donc, c'est tout simplement la collection du PU, d'accord, qui se situe entre l'os et la cavité oculaire. Et ce PU, vous remarquez bien, voyez le nerf optique, il va exercer une pression sur le nerf optique. D'accord? Donc, non seulement on va voir les signes qu'on a retrouvés ici, c'est-à-dire l'exophthalmie, etc. Mais cette fois-ci, on aura aussi
une diminution aussi de la mobilité. Donc, il va exercer non seulement une pression sur le globe oculaire, mais aussi sur les nerfs qui font les mouvements des globes oculaires. Donc, on aura une diminution de la mobilité du globe oculaire. D'accord? Très bien. Ce stade est appelé le troisième stade, c'est le stade d'abcès orbitaire. D'accord? D'abcès sous périosté. Qu'est-ce que je suis en train de dire? D'abcès sous périosté, ce stade. J'ai confondu avec les deux schémas. C'est ce stade, excusez-moi, c'est ce stade entre la cavité orbitaire et le périoste, d'accord, se situe la collection du pus. Donc c'est le stade d'abcès sous périosté. Il va exercer une pression sur les nerfs et donc on aura diminution de la mobilité oculaire. Passons au quatrième stade, c'est le stade de phlegma ou abcès orbitaire. Cette fois-ci, on aura une pression sur le nerf optique, d'accord? Une pression sur le nerf optique, et donc on aura une diminution importante de l'acuité visuelle avec mydriase, d'accord? Une diminution importante de l'acuité visuelle avec mydriase, et même les signes qui se trouvent ici, c'est-à-dire la diminution de la mobilité, cette fois-ci on aura une ophtalmoplégie, c'est-à-dire perte considérable des mouvements de l'œil, d'accord? Très bien. On peut aller jusqu'à l'anesthésie cornéenne, c'est-à-dire l'absence de réflexe cornéen et même l'abolition du réflexe cornéen. D'accord? Et même l'abolition du réflexe photomoteur, c'est-à-dire que la pupille reste en mydriase malgré qu'on met une source lumineuse sur l'œil. D'accord? Et bien sûr, le stade 4, c'est le stade ultime où on a une thrombose du sinus caverneux. Là, c'est un stade qui s'accompagne de signes méningés. Mais c'est le stade le plus grave. C'est ça la classification de Chandler. Alors, vous comprenez, si on est au stade suppuré, l'antibiothérapie ne va pas suffire. On doit drainer chirurgicalement l'abcès, on doit faire des prélèvements antibiotiques et on doit instaurer bien sûr une antibiothérapie intraveineuse. Une antibiothérapie intraveineuse et même on va cibler quelques bactéries qui sont anaérobies. Passons rapidement les complications. On a déjà parlé des complications en ce qui concerne les sinusites généralement, c'est pas de l'enfant seulement, en ce qui concerne les sinusites généralement, par proximité de l'œil, par proximité au système nerveux central. Donc on peut avoir des complications suite à la migration des germes vers le système nerveux central. Donc on peut avoir des méningites, abcès, tout ce que vous voulez. Et même des complications, comme vous voyez là, ophtalmologiques. Passons à la deuxième partie la plus importante, c'est la partie du traitement. Je vous ai résumé la partie traitement dans ce schéma-là, d'accord, dans ce plan-là, disons, pour qu'il soit un peu facile à assimiler, à comprendre, un peu léger. J'ai essayé d'allégir le plus possible ce cours. J'espère que vous avez passé une bonne séance avec ce cours. La prise en charge, on a la prise en charge des sinusites maxillaires aiguës, c'est-à-dire le traitement de la sinusite maxillaire aiguë, et on a le traitement des autres sinusites, notamment les autres sinusites aiguës, d'accord, c'est-à-dire frontale, sphénoïdale, etc. La sinusite maxillaire aiguë, il faut que vous compreniez, pour que vous mémorisez le traitement, c'est une sinusite qui est un peu gentille, disons, et donc on peut se contenter justement seulement par l'amoxicilline. L'amoxicilline, 2-3 grammes par jour pendant 7 à 10 jours. Bien sûr, si échec, on peut ajouter l'acide clavulanique. D'accord? Très bien. Les autres, c'est toujours l'amoxicilline plus l'acide clavulanique. D'accord? Très bien. Et bien sûr, si on a une allergie à la pénicilline sans allergie aux céphalosporines, on peut remplacer l'amoxicilline par les céphalosporines, notamment 2e ou 3e génération. Et si on a une allergie à tous les bêta-lactames, c'est-à-dire pénicilline et même les céphalosporines, là on change carrément de famille, on va utiliser la pristinamycine. Bien sûr, on peut utiliser un traitement symptomatique, c'est les antalgiques pour la douleur, les vasoconstricteurs pour l'œdème, les vasoconstricteurs pour faire une vasoconstriction sur les vaisseaux dilatés et diminuer un petit peu les sécrétions et l'écoulement nasal. Et bien sûr, ils sont contre-indiqués avant 7 ans. Parfois, une corticothérapie a démontré l'efficacité, mais ce n'est pas le traitement spécifique et important dans ce cours-là.
C'est la fin, j'espère que ce cours était utile pour vous, j'espère que vous avez assimilé les choses les plus importantes à retenir. J'espère que vous avez compris le principe de la sinusite de façon générale, aiguë et chronique. Et n'hésitez pas surtout à poser vos questions dans la barre de commentaires et mettez un petit like. À la prochaine.